Merci, Monsieur le Président. C'est la défense de Laurent Gbagbo qui commencera. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, permettez-moi de vous proposer un point de vue particulier. Celui de soldats français, un matin d'avril 2011. Ils arrivent dans des chars du camp français situé à proximité et se lancent à l'attaque, appuyés par les hélicoptères du 1er régiment d'hélicoptères de combat de l'armée française, des postes de l'armée ivoirienne situés sur le chemin de la résidence présidentielle. L'armée française dans toute sa puissance. L'enceinte de la résidence est atteinte vers les 11 heures et les grilles d'accès écrasées. La résidence est en partie détruite. Des grenades incendiaires y ont été lancées des hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre française qui l'ont survolé toute la nuit et toute la journée précédente. Ces occupants, dont des femmes et des enfants, des familles entières, terrorisés, se sont terrés dans les sous-sols, attendant l'assaut final. Ils avaient été pendant plusieurs jours la cible de tirs, venus aussi bien d'hélicoptères que de francs-tireurs français appartenant aux forces spéciales, embusqués derrière le mur mitoyen à la résidence présidentielle et à la résidence de l'ambassadeur de France. La veille au soir, les derniers détails de l'attaque contre la résidence, les instructions quant à la capture du président Gbagbo ont été arrêtés par l'ambassadeur de France et par les responsables militaires français. Les unités françaises qui, à l'issue d'une semaine de bombardements intensifs et d'attaques, avaient réduit l'un après l'autre les points d'appui de l'armée ivoirienne, ont été positionnés pour que l'attaque et la prise de la résidence aient lieu le plus rapidement possible. Devant la faillite de l'offensive militaire menée à Abidjan depuis la fin mars 2011 par les combattants et mercenaires engagés par le camp Ouattara, pourtant préparés et organisés par les hommes des services spéciaux français, le commandement français n'a eu en effet d'autre choix que de lancer l'armée française contre l'armée et les forces de maintien de la paix ivoiriennes. Après que les commandos français ont investi la résidence et que les quelques défenseurs se sont rendus, il faut deux bonnes heures aux soldats français pour aller chercher les premiers éléments de l'armée pro-Ouattara qui étaient alors occupés à piller les quartiers du nord d'Abidjan. Leur colonne de 200 véhicules, précédés et guidés par des soldats français, atteint la résidence vers 13 heures. C'est alors qu'appuyés par des commandos français, ils pénètrent dans les bâtiments et se saisissent du président Gbagbo. Beaucoup d'occupants de la résidence sont battus ou blessés. Certains sont assassinés par les mercenaires et soldats pro-Ouattara. D'autres sauvés in extremis par des soldats français. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, pas un mot sur ces faits essentiels et tragiques dans le mémoire préliminaire du procureur.
Pas un mot dans son discours d'ouverture sur l'implication militaire française. Pas un mot sur cette colonne de 200 véhicules militaires et plus généralement sur l'armée de combattants et mercenaires pro-Ouattara qui avait déferlé à Abidjan en provenance du nord du pays dans les jours précédant la prise de la résidence présidentielle. Pas un mot sur les milliers de combattants d'Ozo qui les accompagnaient, ces membres de confréries de chasseurs qui sont connus sous le nom de Camajor en Sierra Leone, où ils se sont illustrés en amputant bras et jambes de leurs victimes. Pas un mot sur les centaines de combattants et mercenaires pro-Ouattara, 5 ou 600 d'après les responsables rebelles eux-mêmes, cantonnés depuis septembre 2010 dans le complexe de l'hôtel du Golfe en plein cœur d'Abidjan. Ils constituaient pourtant la force armée la plus importante présente à Abidjan pendant la crise, si l'on met de côté l'armée française. Pas un mot sur les centaines de combattants et mercenaires pro-Ouattara infiltrés à Abidjan, en particulier à Abobo, dès avant les élections présidentielles d'octobre et novembre 2010, dont la mission était de se saisir, en liaison avec les combattants de l'hôtel du Golfe, de la ville. Pas un mot des incidents violents auxquels furent mêlés ces milliers de combattants de novembre 2010 à avril 2011. Comment alors comprendre le déroulé des événements sur lesquels le procureur vous demande de vous prononcer s'il en a fait disparaître les principaux protagonistes? Comment comprendre la bataille d'Abidjan si l'on tait le rôle essentiel qui ont joué les forces armées et les mercenaires pro-Ouattara et l'armée française? Comment pourriez-vous vous prononcer sur la responsabilité des protagonistes si aucun élément d'information ne vous est donné? C'est un peu comme si l'on vous demandait de juger des événements marquants de la guerre de Corée en faisant disparaître du récit les armées chinoises et américaines. Et surtout, pourquoi ces silences? D'abord, vous constaterez que réintroduire les vrais protagonistes dans le récit de la bataille d'Abidjan en change le sens et conduit à une lecture très différente des 4 incidents sur lesquels le procureur fonde ses accusations. Par exemple, si l'on prend la manifestation du 16 décembre 2010, l'on s'aperçoit que les films tournés à l'époque, les photos, tous les éléments objectifs dont nous disposons prouvent que, contrairement au dire du procureur, il ne s'agissait pas d'une marche pacifique, mais bien d'une attaque planifiée par les chefs de guerre pro-Ouattara et par Alassane Ouattara lui-même, afin de se saisir du pouvoir par la force. Les combattants et mercenaires pro-Ouattara ont attaqué les forces de l'ordre de plusieurs côtés à la fois. De l'hôtel du Golfe, en ce qui concerne les soldats rebelles en tenue, mais aussi de points de rassemblement situés dans différents quartiers d'Abidjan, pour les mercenaires en civil, se cachant derrière des manifestants instrumentalisés, transformés en boucliers humains. Les combats, documentés, ont été violents.
Et ce sont les forces de l'ordre, sur la défensive, qui en ont payé le prix le plus lourd. Plus généralement, examiner le rôle des vrais protagonistes de la bataille d'Abidjan condamne la logique à laquelle obéit le narratif du procureur. Selon le procureur, les unités de l'armée nationale ivoirienne et de la police se seraient livrées au lendemain des élections à des opérations violentes contre des civils, dans le but de terroriser la population et de permettre ainsi le maintien au pouvoir du président Gbagbo. Ces opérations auraient été rendues possibles du fait, d'après le procureur, d'une prétendue solidarité ethnique liant certains responsables militaires et politiques ivoiriens. Un tel scénario décrit une guerre ethnique. Rien de plus faux. Rien de plus éloigné de la réalité ivoirienne. Disons simplement ici que les unités de l'armée et de la police ivoirienne étaient composées d'officiers et d'hommes de troupes de toutes origines, de toutes confessions. Ils luttaient contre des fauteurs de troubles, mais d'abord et avant tout contre une invasion étrangère. Combler les silences du procureur donne à voir un autre scénario. Si ce sont les forces de sécurité qui étaient attaquées, tout le récit du procureur s'écroule, et les preuves en ce sens sont innombrables. Si ce sont les forces de sécurité qui tentaient de protéger les populations, alors le récit du procureur s'écroule. Si ce sont des groupes d'assaillants organisés militairement et lourdement armés, qui lançaient des attaques, et qu'une stratégie visant la prise du pouvoir par la force est discernable, alors le récit du procureur s'écroule. Si ces groupes de soldats et mercenaires ont été, dès avant les élections, infiltrés à Abidjan, pour certains, transférés à l'hôtel du Golfe, pour d'autres, organisés dans le nord du pays, en vue de l'assaut final, pour les derniers, alors la préméditation est avérée. Alassane Ouattara et ses soutiens voulaient se saisir du pouvoir par la force, et la bataille d'Abidjan est la mise en application de cette stratégie. Peut-être, en les faisant disparaître du récit, veut-on faire oublier que l'armée de combattants pro-Ouattara, venue du Nord, à la fin du mois de mars 2011, avait laissé derrière elle un sillage de sang, commettant des massacres innombrables. Peut-être veut-on faire oublier qu'à leur arrivée à Abidjan, ces soldats s'étaient livrés à toutes sortes de crimes contre la population, dont des viols massifs. Peut-être veut-on faire oublier les crimes, les pillages et les viols, dont s'étaient aussi rendus coupables à Abidjan, dès décembre 2010, soldats et mercenaires pro-Ouattara. Surtout,
faire disparaître du récit de la bataille d'Abidjan les forces armées pro-Ouattara et les forces françaises permet d'éviter que soient posées les questions essentielles. Si l'on veut comprendre l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, les questions relatives aux véritables donneurs d'ordre, dont les réponses vous permettraient de saisir les véritables tenants et aboutissants de la crise ivoirienne. Il est intéressant, par exemple, de savoir qu'une campagne de recrutement de mercenaires a été lancée au Burkina Faso au début de l'année 2010. Que les recrues ont été entraînés au camp de Pau par des conseillers militaires étrangers. Que ces recrues ont été transférées dans le nord de la Côte d'Ivoire, où elles ont été militairement organisées et armées, malgré l'embargo édicté par les Nations Unies. Que parallèlement, soldes et butins ont été promis à des chefs d'OSO en échange de leur soutien à l'offensive militaire que les pro-Ouattara préparaient. Que les plans des actions militaires ont été élaborés par les stratèges de l'hôtel du Golfe, en liaison avec les responsables militaires français, pendant toute la durée de la crise. Qu'une noria d'avions militaires français a livré des armes lourdes aux combattants pro-Ouattara dans le nord de la Côte d'Ivoire en février et mars 2011, toujours en violation de l'embargo édicté par les Nations Unies. Que ce sont les forces spéciales françaises qui ont préparé et organisé l'offensive de mars 2011, nettoyant le terrain devant les forces pro-Ouattara. N'est-il pas hautement révélateur que le procureur ne compte appeler aucun témoin français, alors que seuls les responsables français de l'époque, militaires ou civils, disposent des informations nécessaires pour éclairer la Cour sur les véritables enjeux de la crise post-électorale, sur la stratégie suivie par les forces pro-Ouattara afin de délégitimer le président Gbagbo et de se saisir du pouvoir par la force, et plus généralement sur les réels mobiles des différents protagonistes. Comment espérer faire comprendre à votre cour la crise post-électorale et les événements tragiques de l'époque si l'on n'appelle pas à témoigner les acteurs principaux? Si le narratif du procureur fait disparaître les protagonistes de la bataille d'Abidjan, c'est qu'il répond à une logique différente de celle qui commande une enquête sérieuse et impartiale. Il n'est que la reprise, pure et simple, sous des habits juridiques, d'un narratif de nature politique. Ce narratif
élaboré pendant la crise de 2010-2011 par les professionnels français chargés de la communication d'Alassane Ouattara, visait à justifier, aux yeux de la communauté internationale, le recours à la force contre le président Gbagbo, alors que le résultat des élections était contesté. Les communicants d'Alassane Ouattara avaient construit deux figures opposées. D'un côté le bon, et de l'autre le méchant. D'un côté le démocrate, et de l'autre le despote. Toute la construction reposait donc sur un processus de démonisation du président Gbagbo. Plus on l'accusait, plus, par contraste, Alassane Ouattara paraissait être le dirigeant légitime du pays. Autrement dit, ce narratif répondait à une exigence de légitimation du nouveau pouvoir. Surtout, il a été bâti au fur et à mesure, dans une situation d'urgence. C'est pourquoi il ne répond à aucune logique juridique, mais seulement à une logique de communication. Il s'agissait de convaincre de la justesse de la cause d'Alassane Ouattara, et donc de démoniser le président Gbagbo. À la suite des communicants d'Alassane Ouattara, le procureur a choisi, pour structurer son document contenant les charges, puis son mémoire préliminaire, les 4 mêmes événements qu'ils avaient choisis pour développer leur stratégie. Ces événements ont constitué autant de tournants dans la crise post-électorale ivoirienne, autant d'étapes dans la délégitimation au plan international du gouvernement du président Gbagbo, et parallèlement, autant de pas en avant dans l'engagement de la France dans le conflit. La prétendue répression lors de l'attaque de la RTI en décembre 2010 a entraîné au plan international la condamnation du régime du président Gbagbo. Les allégations concernant la manifestation des femmes au début du mois de mars 2011 ont entraîné l'immédiate suspension des négociations de paix en cours. La France ne voulait pas d'une paix négociée. Le bombardement allégué du marché d'Abobo le 17 mars 2011 a conduit à l'adoption, quelques jours après, de la résolution 1975 du Conseil de sécurité et au déclenchement immédiat de l'offensive terrestre préparée en sous-main depuis longtemps par les forces françaises. Et que dire des accusations concernant des combats à Yopougon après la chute du président Gbagbo? Elles permettent d'occulter les rafles, les violations systématiques des droits de l'homme et les viols si nombreux commis après leur victoire par les forces pro-Ouattara. Ces 4 événements, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, donnent donc à lire un récit, à croire en une histoire qui légitime ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils peignent, à grands traits, un camp du mal et un camp du bien.
De ce point de vue, ils ont donc une signification politique. Plutôt que de vérifier la véracité même de ce récit, d'enquêter pour en déterminer la réalité, le procureur l'a tenue pour acquise. Le problème, c'est qu'un tel récit ne prétend pas donner à voir la réalité. Il s'agit d'une approche militante de la réalité, d'où les écarts avec la réalité, et d'où la faiblesse de la preuve du procureur. Les failles de ce scénario bancal avaient déjà été relevées par les juges de la Chambre préliminaire dans leur décision du 3 juin 2013. Ils y notaient que ce que leur présentait le procureur ne pouvait être considéré, je cite, comme le résultat d'une enquête complète et en bonne forme, et refusait de confirmer les charges. Un an plus tard, la question de la preuve du soi-disant plan commun reste entière. En juin 2014, le juge Van den Wijngaard prévenait Solennel, je cite, « Il n'y a, selon moi, pas d'éléments de preuve convaincants montrant qu'à un moment ou à un autre, Laurent Gbagbo a convenu avec son entourage immédiat de commettre des crimes contre des civils innocents. » Pourquoi? Pourquoi le procureur n'a-t-il pas alors modifié son narratif de façon à respecter la réalité? Parce qu'il ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'il est trop avancé, trop exposé. Il n'a donc plus le choix. Alors, il surenchérit. Parce qu'a été soulignée la faiblesse de ses arguments concernant la réalité d'un plan commun arrêté en 2010, le procureur prétend désormais que la conception et la mise en œuvre de ce soi-disant plan commun auraient eu lieu dès le début des années 2000, alors que tous ces efforts depuis les débuts de l'audience de confirmation des charges jusqu'en 2015 ont visé à prouver que la conception du soi-disant plan commun datait de 2010. Il s'agit pour lui de décourager la critique, portant sur l'absence d'éléments de preuve datant de 2010, en repoussant la discussion au début des années 2000. Il s'agit de déplacer le débat pour, pense-t-il, se trouver en meilleure position. Il s'agit d'effacer les traces d'une argumentation peu convaincante. La nouvelle théorie tient encore moins que la précédente. Elle peut être résumée ainsi. Le président Gbagbo et ses proches, dont vous noterez que le procureur ne donne jamais une liste précise, auraient constitué un groupe partageant les mêmes objectifs et, agissant de concert, auraient confisqué le pouvoir dès le début des années 2000. Pour le garder, ils auraient mis en œuvre une politique d'intimidation de l'opposition. Lorsqu'il déroule cet argumentaire, le procureur empile contre-vérité sur contre-vérité. Qu'il nous suffise de rappeler ici
Dès son élection, le président Gbagbo n'a eu de cesse de réunir autour de lui les Ivoiriens et leurs représentants, pour que les décisions cruciales quant à l'avenir du pays soient prises d'un commun accord. L'union était pour lui la condition d'un avenir commun, la condition de la construction d'un véritable État démocratique, la condition du renforcement des institutions. De son élection à sa chute, pas un gouvernement qui n'ait compté des ministres de l'opposition politique, et même des ministres issus de la rébellion armée à partir de mars 2003. Par exemple, une des figures les plus importantes de la rébellion, Guillaume Soro, a été nommé Premier ministre en 2007. Dans ces conditions, lorsque l'on entend le procureur expliquer que le gouvernement aurait, entre 2002 et 2006, décidé d'attaques contre l'opposition politique, alors que justement cette opposition siégeait au gouvernement, avouez qu'il y a de quoi être surpris. Mais des contradictions de son discours, le procureur n'accure. Les faits prouvent que le président Gbagbo aura tout fait pour parvenir à partir de 2002 à la réunification du pays, à la réinstauration de l'état de droit dans le nord du pays et à la réconciliation nationale. Mais de la politique d'ouverture du président Gbagbo, le procureur ne souffle mot. Les maîtres du nord du pays s'engageaient à désarmer de manière à ce que puissent se tenir des élections dans tout le pays. Mais bien qu'ils aient renouvelé cet engagement à de multiples reprises, devant la communauté internationale, ils n'ont jamais désarmé. Pourquoi l'auraient-ils fait d'ailleurs? Les armes, leurs armes, étaient la clé de leur pouvoir et le moyen qu'ils avaient trouvé pour s'enrichir aux dépens des populations. De la violation de leurs engagements par les rebelles, le procureur ne souffle mot. Pourquoi? Parce que s'en tenir à la réalité conduirait à remettre en question le portrait que le procureur fait du président Gbagbo en despote. Le président Gbagbo, comme le savent tous les Ivoiriens et tous les Africains, est un démocrate, un vrai démocrate, un homme qui a lutté toute sa vie pour l'instauration de la démocratie, le promoteur du multipartisme en Côte d'Ivoire, un homme qui aura préféré la prison et l'exil aux compromissions, un homme qui n'a jamais transigé avec ses principes, un homme qui sait que pour construire un pays, il faut imaginer un vivre ensemble, donner une place à chacun. Et pour que chacun ait sa place, il lui faut se saisir de son propre destin. L'éducation est donc première, et c'est pourquoi le président Gbagbo a mis en place un système remarquable d'éducation gratuite et obligatoire, de même qu'un système de protection de santé novateur. Le procureur est tellement mal à l'aise avec son scénario sans fondation que pour le faire tenir, il passe sous silence. Entendez-moi bien, il passe sous silence tous les événements marquants de l'histoire ivoirienne de ces années-là. Pas un mot sur les tentatives réitérées de prise du pouvoir par la force pour y placer Alassane Ouattara. Le coup d'État de 1999 contre le président Bédié. L'invasion venue du Nord et la tentative de coup d'État contre le général Gueye en septembre 2000. L'attaque menée en janvier 2001 contre le président Gbagbo.
L'invasion venue du Burkina ayant abouti à la partition du pays le 19 septembre 2002. La tentative de renversement du président Gbagbo en novembre 2004 ont disparu du récit du procureur. Après avoir fait disparaître les protagonistes de la bataille d'Abidjan, les protagonistes de la crise ivoirienne, le procureur fait maintenant disparaître les éléments marquants de l'histoire ivoirienne. Il est dommage qu'il n'ait pas pris la peine de s'intéresser aux rebelles pro-Ouattara, à ceux qui ont ravagé le nord du pays pendant des années. S'intéresser à eux donne à comprendre l'histoire d'une autre façon que ce qu'en dit le procureur. Qui sont les rebelles? Un ancien responsable de l'armée française dira, je cite, « J'ai pu constater que la plupart des chefs rebelles n'étaient pas des chefs militaires, mais des chefs de bande d'une violence inouïe, dont l'activité principale consistait à s'imposer par la force, à racketter et tuer, à violer, et ils maintenaient la terreur parmi la population afin de s'enrichir. » Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ce sont ces mêmes chefs de guerre qui ont été impliqués depuis 1999 dans toutes les tentatives visant à placer Alassane Ouattara au pouvoir par la force. Ce sont ces mêmes chefs de guerre qui l'entouraient à l'hôtel du Golfe en 2010 et 2011. Ces mêmes chefs de guerre qui mettaient alors en application la stratégie de prise du pouvoir par la force. Et ce sont ces mêmes chefs de guerre qui sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 3 ans, lors de l'audience de confirmation des charges, je demandais au procureur s'il comptait poursuivre ceux qui, aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire, sont suspectés par les organisations de défense des droits de l'homme de crimes de masse, de crimes contre l'humanité. Malgré l'existence de preuves, malgré l'engagement qu'a pris vendredi le procureur, je vous parie qu'aucun d'entre les soutiens d'Alassane Ouattara ne sera jamais poursuivi ici. Voilà ce qui arrive lorsque l'on suit les postulats et la logique d'un récit construit par d'autres. On en est prisonnier. Plutôt que de faire face à la réalité et d'en tirer les conséquences, par exemple, en donnant à lire à la Cour un récit des incidents plus respectueux de la vérité historique, c'est la réalité que l'on tente de forcer pour la faire coller au récit. Mais faire disparaître les bourreaux, c'est faire disparaître leurs crimes. C'est renoncer à l'encontre des engagements du procureur, à les faire comparaître devant la justice. Faire disparaître les bourreaux,
c'est faire disparaître la souffrance vécue par des dizaines de milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens. Vous voyez, transformer la réalité se fait ici aux dépens de ceux qui ont souffert. Je pense notamment aux Ivoiriennes, les premières victimes du conflit, torturées, humiliées, violées, parfois devant leur famille, et pour finir, portant l'enfant de leur bourreau. La souffrance n'est pas divisible. Elle n'appartient pas à un camp. Elle n'appartient pas à une ethnie. Réécrire l'histoire, comme le fait le procureur, n'attend pas seulement à la vérité. C'est aussi, et avant tout, une atteinte au vécu de chacun des Ivoiriens et à sa souffrance. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous sommes en 2016. Cela fait presque 5 ans que le procureur enquête. 5 ans d'enquête pour en arriver à cette faillite. 5 ans d'enquête pour préparer une catastrophe judiciaire annoncée dès 2013 par certains des juges de la chambre préliminaire. Les silences, les manques, les failles, les contradictions du dossier du procureur donnent à voir en creux la vérité. Il vous appartiendra de la dire. Vous êtes la justice. Pour la première fois dans l'histoire des relations internationales, il est donné à des juges internationaux et indépendants le pouvoir de dire non. Le pouvoir de condamner les manœuvres d'intérêts économiques et politiques puissants. Le pouvoir de condamner la corruption dont ils se nourrissent. Le pouvoir de condamner le mépris dans lequel ces intérêts tiennent les institutions des pays. Ainsi, vous pourrez dire non à un monde ancien, archaïque, au monde de la domination et de la violence. Vous pourrez faire entendre la voix de la raison, la voix de la modernité, dire le juste. En proclamant la vérité, vous rendrez son histoire à la Côte d'Ivoire. Vous rendrez leur dignité aux Ivoiriens et vous poserez enfin les fondements d'une vraie réconciliation. Merci. La présentation continue avec une intervention de Jennifer Naoui. Merci beaucoup, Maître Altier.